Bonsoir la famille, bonsoir mes grands développeurs. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce dont on était en train de parler la fois dernière, parlant des notions des classes en Java. Donc, je vais juste te faire un petit rappel de ce qu'on avait fait la fois dernière. On avait juste créé un fichier person.java. Dans ce fichier, nous avons créé une classe. Je vous ai montré comment créer une classe avec le mot public class et suivi du nom de la classe. Et là, j'ai déclaré quelques attributs. Et je vous ai dit que les attributs, c'est les propriétés d'un objet. Et en faisant référence aussi sur la définition que j'ai donnée d'une classe en matière de programmation orientée objet, une classe n'est qu'un modèle. Et c'est à la base de ce modèle que nous allons créer nos objets dans le programme. Et si vous voyez ici, j'ai même commenté, nous avons ici la déclaration d'une méthode qu'on a appelée en matière de programmation procédurale Java fonction. Et cette méthode nommée parler permet juste de nous retourner, de nous afficher à l'écran ce petit message. Et si vous voyez ici dans le fichier principal min.java, j'ai appelé notre objet qu'on a créé. J'ai créé une variable basée sur ce type personne qu'on a créé ici. Et là, j'ai instancié notre objet comme son contenu. Pour instancier un objet en Java, on met toujours le mot new qui veut dire nouveau et on met le nom de notre classe. Mais vu que c'est une classe qu'on est en train d'instancier, on le met toujours là entre parenthèses, même s'il n'y a aucun argument à passer. Mais nous le verrons plus tard dans des vidéos avancées. Et là, j'ai commencé à récupérer les attributs de notre objet que nous venons d'instancier, les attributs non. Si vous vous rappelez, on a créé ces mêmes attributs à partir d'ici. Et j'ai affecté des valeurs à l'intérieur de ces attributs. Et ici, j'ai appelé la méthode parler pour nous afficher le petit message que vous avez vu la fois dernière. Et là, je peux faire monter un peu le terminal de VS Code et réduire cette partie-là. Je vais juste essayer de réduire. Voilà. Ok. Maintenant, donc, ici, nous avons juste fait des systèmes à tout prix, des affichages du contenu de nos différents attributs qu'on a déjà créés ici, qu'on a même donné, qu'on les a affectés déjà. Donc, les gars, nous allons toujours continuer avec notre formation proprement dite. Je vais effacer tout ce contenu ici. En revenant dans notre fichier personne ici, nous allons continuer à construire notre classe personne en donnant des propriétés. Et je vous ai dit que les propriétés que j'ai données, ce n'est qu'un exemple sur lesquels nous allons nous baser pour que vous puissiez comprendre la notion de la programmation orientée objet. Alors ici, nous avons une première méthode et nous avons nos attributs. Ici, si vous avez remarqué, j'ai pas mis la notion de visibilité. Et qu'est-ce qu'on appelle la visibilité en matière de programmation orientée objet? C'est là où vous allez attendre la notion d'encapsulation. Ça fait le fait de ne pas rendre accessible directement l'ensemble des attributs d'un objet. Ça fait nos objets, quand vous créez des attributs de telle sorte dans une classe, ces attributs-là ont pour visibilité publique par défaut. C'est-à-dire qu'ils peuvent être accédés sans passer par des fonctions getter ni setter qu'on va appeler ici des méthodes. Donc ici, si vous avez remarqué ici dans le fichier min, je vais revenir en arrière, j'ai réussi à accéder à nos attributs directement à partir de leur nom dès qu'on a instancié notre objet. Donc ici, nous allons essayer d'éviter ceci, d'éviter l'accès direct au contenu aux attributs de notre objet. Alors, donc je vais réeffacer ça. Je vais venir ici dans notre programme personne. Je peux mettre public, comme vous allez voir ici, public toujours. Donc ils sont précédés par défaut à la visibilité publique. C'est quand vous créez des attributs sans mettre les visibilités, ils vont prendre la visibilité publique. Et la visibilité publique signifie que l'attribut est accessible n'importe où dans cette classe et n'importe où dans votre projet. Donc là, nous allons aussi voir la visibilité private que j'ai montré. La visibilité private. Quand vous déclarez la visibilité private sur un attribut ou une propriété d'une classe ou d'un objet, ici l'attribut n'est accessible que dans la classe où elle a été définie. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas accéder à ces attributs là de l'extérieur. Et si vous allez remarquer, je vais repartir dans notre fichier main où j'ai accédé directement à ces attributs. Vous allez voir qu'il y aura des erreurs syntaxiques quand je vais faire CTRL Z. Vous allez voir ici, si vous remarquez, prénom et nom sont soulignés en rouge, que l'on ne peut pas accéder à prénom et nom directement, sauf en passant par une fonction. Donc ici, je n'ai pas d'Eclipse pour pouvoir vous afficher les erreurs, mais si vous êtes dans Eclipse, vous allez vérifier.
partout dans notre programme ici où on a accédé directement à ces attributs, c'est souligné comme une erreur. Si nous avons déclaré la visibilité private, et je réitère encore que quand vous déclarez la visibilité d'un attribut d'une propriété private, l'attribut là n'est accessible dans la classe où elle a été définie. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne peut même pas être accessible à la notion des, même si une classe hérite de cette classe, elle ne peut même pas être accessible. Donc, les attributs là ne sont accessibles que dans l'intervalle de l'accolade ici jusqu'à l'accolade fermante. Ce qui dit au-delà de l'insurrection, on ne peut plus accéder à ces attributs. Donc, vous pouvez bel et bien utiliser ces visibilités. Ça, c'est une manière aussi de sécuriser la maintenabilité de votre programme pour ne pas qu'il y ait des flux de valeurs. Donc ici nous pouvons utiliser private, et vous avez aussi la visibilité protected. Donc si je vais vous expliquer un peu cette visibilité là, protected, si vous créez des attributs avec la visibilité protected, qu'est-ce que ça signifie? Que l'attribut là est accessible non seulement dans la classe où elle est définie, mais aussi dans les classes qui vont hériter de cette classe. Après aussi les classes qui seront dans le même paquetage. Ceux qui sont, je pense que ceux qui sont sur NetBeans ou Eclipse, qui travaillent sur Eclipse, verront là-bas, à la création d'un projet, vous avez la présence des packages. Donc, en déclarant la visibilité protected sur un attribut, vous avez l'attribut est accessible que dans la classe où elle a été définie ou dans les classes qui vont l'hériter. Donc, elle est accessible même si encore dans les classes qui appartiennent au même paquetage. Donc, c'est un peu ça sur la notion de la visibilité. Donc, ici, vous pouvez utiliser protected, private, public selon vos recommandations, selon vos besoins. Alors, donc, ici, c'était un peu ça. Donc, moi, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer l'ensemble de mes attributs là à la visibilité private. Voilà, je vais faire private. Voilà, je les ai déclarés sous forme de, je les ai rendu leur visibilité privée, c'est qu'ils ne sont plus accessibles de l'extérieur. Donc idem aussi pour là, je vais dire private et faire entrer. Donc à partir de là, si nous remarquons ici, tous ceci sont soulignés en rouge, ils sont devenus comme des erreurs. Là, ici, le programme veut juste nous rappeler qu'on ne peut plus accéder directement. Donc, ce que je vais faire, c'est effacer tout ça ici et revenir dans notre classe personne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir accéder à ces attributs? C'est là que vous allez attendre la notion de l'encapsulation. On va accéder au contenu de ces attributs au biais des fonctions. C'est que nous allons créer des méthodes qui vont nous permettre de récupérer les valeurs de ces attributs, en même temps aussi de modifier ces valeurs. C'est dans ce cadre-là que vous attendez les setters et les getters en matière de programmation orientée objet. Ce n'est ni quelque chose de similaire, c'est juste des méthodes qui vont nous aider à accéder à nos attributs vu qu'on les a rendus private. Donc je vais descendre en bas ici. Je vais mettre ici public. Comme vous le savez, les fonctions qui seront déclarées en bas doivent toujours être publiques pour être accessibles. Donc je vais dire public void. Void, si c'est pour récupérer la valeur, je vais utiliser get. Donc moi je vais dire get non. Si c'est pour juste récupérer la valeur, donc je vais dire ici get non et j'ouvre les accolades. Je le dis qu'il va nous retourner l'objet, le mot-clé dis qui spécifie l'objet courant dis non, qui va nous retourner le nom. Donc je mets les points virgules ici. Pourquoi il souligne ça en rouge? Parce que ici nous avons déclaré notre fonction comme une fonction void. Donc une fonction déclarée de type void, ça veut dire vide, ne peut pas faire un retour. Donc c'est pour cela VS Code est en train de nous souligner que vous avez déclaré la fonction avec le typage void, parce qu'obligatoire on devrait mettre ici le type de valeur qu'une fonction retourne, et en matière d'algorithme nous avons suivi qu'une fonction retourne toujours une valeur. Mais si vous déclarez void, VS Code vient nous dire ici qu'on n'est pas obligé de faire ces retours. Donc dans ce cas, pour éviter cela, qu'est-ce que je vais le dire? Je vais dire bon, vu que c'est le nom est du type string, je vais dire le nom est du type chaîne, je vais dire string. Voilà, vous avez vu là, l'erreur est partie. Ça veut dire notre fonction a pour valeur de retour string. Et là, il va nous retourner le nom de notre attribut nom qui est ici. Donc je vais faire de même aussi pour les autres. Pour les autres, ici je vais dire get. Je vais voir j'ai quel attribut get prénom. Que je vais mettre P majuscule aussi, get prénom, et je lui dis de nous retourner le prénom. Voilà, et j'efface l'autre morceau. Voilà,
j'ai fait aussi les mêmes choses pour l'âge. Get âge. Get âge, je vais mettre le A majuscule. Get âge pour nous retourner l'âge. Bon, vu que l'âge est un entier, je vais dire, on a pour valeur de retour un entier, je vais dire int. Et il va nous retourner l'âge. Voilà. Là, il va nous retourner l'âge. Donc, on voit, tout est déjà nickel pour récupérer nos valeurs. Donc, ça, c'était juste pour la récupération. Je vais peut-être commenter ici pour vous aider à comprendre. Pour la récupération des valeurs de nos attributs. Alors, de nos attributs. Voilà. Maintenant, en bas ici, je vais dire pour la modification des valeurs de nos attributs. Pour la modification de nos pour la modification des valeurs de nos attributs. Donc ici pour la modification aussi, c'est simple, ce n'est que des ensembles de méthodes que nous allons créer qui vont nous permettre d'accéder au contenu de nos attributs et modifier leur contenu. Donc c'est ce que vous allez attendre les setters dans les termes beaucoup employés, vous allez attendre les setters. Mais vous pouvez aussi nommer ces fonctions comme vous le voulez. Mais conventionnellement, ils sont appelés dans les termes de programmation les setters. Donc moi je vais respecter ces conventions-là, je vais dire public. Vu que cette fonction va nous permettre de faire une modification, je vais le déclarer comme void. Après je le mets ici. Je vais dire set non. Vu que c'est une fonction, je dis set non. Mais cette fonction là va prendre quoi en paramètre? Une chaîne, vu que c'est le nom, il va prendre une chaîne en paramètre. Et cette chaîne là, je vais le donner la variable n. Je vais juste dire n ici. Et nous allons affecter la valeur de notre attribut en passant par cette méthode en disant dis qui va préciser l'élément courant. Nous allons dire dis non, l'objet courant. L'objet qui va dire à notre programme l'objet qui est couramment instancié là, c'est dis permet juste d'identifier l'objet courant dans notre programme. Donc je vais dire dis non égale à quoi? Égale à notre valeur, la valeur de n, la valeur qui serait passée en paramètre. Donc ici je vais refaire les mêmes choses aussi pour les autres fonctions pour pouvoir les modifier. Entrée, je vais dire set prénom. Lui aussi c'est du string. Là dans ce cas là je mets ici prénom. J'efface. Ok. Tout est nickel. Ici je vais copier ça. Et là vu qu'on a l'âge, je vais enlever. Je vais dire âge. Set âge. Et nous savons que la valeur que âge prend n'est pas une chaîne. Donc je vais dire int n. Et ici 10 ce n'est plus le prénom mais plutôt l'âge. Donc âge prend. Donc jusqu'ici nous avons, vous voyez ici nous avons fini de créer nos setters et nos getters. Et les getters, je vous ai dit que les getters qu'on a créés ici vont nous permettre d'accéder au contenu de nos attributs. Tandis que les setters vont nous permettre de modifier le contenu de nos attributs. Donc nous allons venir ici dans notre programme min Java où nous allons créer un nouveau objet que je vais dire quoi? Un nouveau objet personne. Vous avez vu? Je vais nommer ça personne. Et la valeur, je vais dire P1, vu que c'est une personne numéro 1. On peut nommer, vous pouvez nommer quoi vous voulez. Hein. Donc pour instancier un objet, je vais dire que c'est le mot-clé new personne. Donc nous venons juste d'instancier notre objet. Mais vous allez voir quand j'essaie d'afficher le contenu. Du nom, les attributs sont vides. Donc on ne peut plus accéder par cette méthode P. Non, ce n'est plus valable. Si vous le faites, vous savez, il y a erreur, on ne peut plus accéder au contenu du nom. Donc, nous allons accéder au contenu des noms par le biais de nos fonctions qu'on a déclarées. Donc, pour le cas, si nous voulons ajouter une valeur ou modifier le contenu de nos attributs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire P1, point. Là, dans ce cas, je vais dire si c'est le nom que je vais changer ou si c'est le nom, je vais dire set, comme on l'a nommé set nom. Pour la modification du nom de l'autre côté. Et nous précise VS Code nous dit même que nous devons passer une chaîne. Donc, il dit que si nous ne passons rien, lui, il va maintenir nul. Comme le contenu. Donc ici, je vais dire ici, bon, Kuruma. Donc nous venons d'affecter une nouvelle valeur à notre attribut nom, mais en passant par le biais d'une fonction set nom. Et vous allez voir si je vais afficher ça, je vais dire print s out. Donc si je dis p.p1
p1.getNom. Là maintenant nous voulons afficher le contenu de cette nom là. On avait créé une méthode pour récupérer cela, donc on fait getNom. Mais vu que c'est une fonction, on termine toujours par les deux parenthèses, par la parenthèse quoi. Donc je vais essayer de compiler ça, vous allez voir ce que cela va nous donner. Et si vous remarquez ici, il nous a affiché immédiatement la valeur que nous avons affectée dans notre attribut par le biais de la fonction. Donc nous pouvons faire les mêmes choses encore pour tous les autres attributs qu'on a créés en les donnant leur valeur en passant par le biais de nos fonctions qu'on a créées. Donc je vais aussi dire que P1 A pour prénom, je vais dire set P nom, A pour prénom, bon, je vais dire Mike, A pour prénom Mike, et P1 A pour âge, set âge, A pour âge, bon je vais dire 20. Là, vu que c'est des entités qu'on va passer en parent, on n'a pas besoin de mettre les griffes. Donc, juste essayer juste de comprendre la notion fondamentale avec le langage de Java. Donc ici, on a fini de bien mettre nos informations. Je vais commenter ici affichage des informations de P1. Maintenant, nous venons pour la phase pour afficher. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Si je vais afficher, comme vous le savez toujours, on a créé aussi des fonctions pour accéder au contenu. Donc, si je vais afficher le contenu de l'attribut nom, je vais l'accéder à partir de la fonction que j'ai créée qui est getNom. GetNom, vu que c'est une fonction, je l'ai déjà dit en matière de programmation procédurale sur l'autre chaîne, vu que c'est une fonction, on va toujours le précéder, on va finir toujours, on va le succéder avec la parenthèse. Et nous avons dit printf p.1, c'est pas juste getNom, mais nous mettons plutôt p1 p1.getNom, ça veut dire la fonction, la méthode getNom de l'objet p1. Donc ce que je pourrais aussi vous montrer plus facilement encore, c'est vous dire que cette classe qu'on a créée, nous pouvons créer beaucoup plus d'objets ici, p1, p2, mais nous allons toujours d'abord afficher les autres éléments. Je vais dire p1.get getPnom. Nous sommes en train de getPnom, c'est une fonction, il faut toujours mettre la parenthèse. Je vais copier-coller ce machin, coller, et aussi dit ici getAge. Donc si je compile ça, je vais exécuter. Donc voilà la magie. Vous avez vu ici, on a le nom qui est Kurma, le prénom qui est Mike, l'âge qui est 20. Donc les gars, nous pouvons aussi, à partir de notre modèle, comme je vous ai dit en définition que la classe est un modèle d'ailleurs, excusez, nous pouvons encore créer un autre objet ici, P2. Je vais créer encore, je vais appeler personne, je vais dire P2, j'ai instancié encore pour une nouvelle fois notre objet new personne, j'ai mis un point virgule. Donc nous pouvons aussi définir encore les mêmes. Je vais copier ça pour essayer de dupliquer pour notre la deuxième personne. Donc ici je vais juste changer la partie P1, je vais dire ici P2 et je vais dire là P2 toujours. Voilà. Donc ici vous avez vu, je pourrais maintenant changer aussi le nom. Ici je vais dire lui c'est Camara, et là je pourrais dire aussi lui c'est Abdoulaye. Et là il a peut-être 25 ans. Voilà. Donc nous pouvons aussi passer encore par les mêmes méthodologies aussi pour afficher la deuxième personne. Je vais copier ça, voilà, et venir en bas ici et recoller ceci. Tout ce que je pourrais changer ici ne serait que les noms, juste modifier les noms. Je vais dire 2 de l'objet, voilà. Et vous allez voir, si je vais compiler, je vais mettre un message ici pour séparer les deux résultats s-out. Voilà, je vais mettre ça, voilà, pour séparer nos deux résultats. Donc quand je compile, remarquez exactement. Donc vous avez notre premier objet qu'on a créé, c'était P1, voilà ses valeurs, et P2, voilà aussi ses valeurs. Donc les gars, c'était un peu ça aussi, la notion d'encapsulation. Dans la vidéo prochaine aussi, je vais toujours améliorer sur cette notion pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais pardon, je vous en supplie, veuillez vous abonner sur cette chaîne pour nous faciliter et nous encourager à vous donner plus de détails et d'explications sur cette notion de programmation orientée objet. Donc merci, on se retrouve dans une vidéo prochaine où nous allons aussi continuer toujours avec cette notion de programmation orientée objet.